Europe, petite lune de glace et d'eau liquide, située à près de 628 millions de kilomètres de nous. Derrière ce chiffre, assez compliqué à appréhender pour nos cerveaux, se cachent mystères et secrets qui font de la petite lune l'un des endroits les plus crédibles pour rechercher une forme de vie dans le système solaire. On sait en effet que la Lune, de 3121 km de diamètre, abrite vraisemblablement de l'eau liquide et des composés essentiels à la vie, le tout dans des conditions vivables pour certains organismes. Mais justement, dans quelles conditions la vie évolue-t-elle sur Europe si elle existe? Quel est l'aspect de cet océan? Quels sont les mystères de la Lune? Et comment peut-on espérer répondre à ces questions? C'est à tout ça, et plus encore, que je vous propose de tenter de répondre aujourd'hui, et avec Christophe de la chaîne Astro, en plongeant ensemble au cœur de l'océan d'Europe. Avant de passer à la suite, je tenais aussi à corriger une petite erreur. Dans l'épisode sur le nuage d'Oort, je présente en effet Jan Oort comme un astronome allemand, ce qui, pour être vrai, nécessite une annexion des Pays-Bas par l'Allemagne. Mes excuses donc. D'un diamètre de 3121 km, Europe est, en partant de Jupiter, le deuxième des satellites galiléens, donc découvert par Galilée. C'est en effet en janvier 1610 que l'astronome italien découvrit la petite lune glacée avec Io, Ganymède et Callisto. Europe est à peine plus petite que notre lune qui en fait, elle, quelques 3475. Après sa découverte, elle fut baptisée Europe en 1614 par l'astronome allemand Simon Marius, qui la découvrit également probablement indépendamment de Galilée. Mais sa découverte, avec celle des lunes galiléennes, allait déjà être une petite révolution et prémisse de la place centrale qu'elles allaient occuper en astronomie. Mais pour ça, je vais laisser Christophe de la chaîne Astro vous en parler. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner à sa chaîne. Ah ouais, Io, Europe, Ganymède elle est là. Ah ouais, Callisto aussi. Ah, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Big Universe, la chaîne espace et astronomie. Aujourd'hui, nous allons parler des lunes de Jupiter, les satellites galiléens découverts par Galilée. Spectacle extraordinaire à observer et à photographier. Alors effectivement, les lunes de Jupiter ont été découvertes par Galilée et c'est un de mes premiers souvenirs dans ma pratique d'astronomie quand j'étais encore enfant. J'avais une dizaine d'années, 10-12 ans, et je commençais déjà à m'intéresser au ciel. Je m'étais fabriqué une petite paire de jumelles, une petite lunette astronomique à partir d'une paire de jumelles encore plus petite que ça. Et je pouvais donc observer ces fameux satellites galiléens, 4 petits points qui se baladent d'un soir à l'autre autour de Jupiter. Galilée, quand il les a découvertes avec sa petite lunette astronomique, a pu constater que ces petits points d'un soir sur l'autre n'étaient pas en même place. Ils n'étaient pas en même place tout simplement parce qu'ils tournaient autour de Jupiter et avec une observation soutenue pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, il a pu en déceler la logique. À savoir que Callisto, par exemple, est celle qui se voyage la plus lointaine de Jupiter, décrit une sinusoïde sur une assez longue période. Ganymède, par exemple, décrit le même type de sinusoïde, mais plus proche, avec une période plus courte. Ainsi en est-il de Europe et enfin de Io,
qui tourne à toute vitesse autour de Jupiter. En faisant ces observations, Galilée s'est aperçu que ces différentes lunes formaient finalement une espèce de mini-système solaire gravitant autour de Jupiter. Et là, ça a été une révolution. Une révolution parce que le monde était sur la discussion de la théorie de Nicolas Copernic, à savoir la théorie de l'héliocentrisme par rapport à la théorie du géocentrisme. Les planètes et le Soleil tournent-ils autour de la Terre ou les planètes tournent-elles autour du Soleil? Alors dans le modèle de Ptolémée à l'origine, on avait bien repéré qu'il y avait des petites variations là-dedans. Des petites variations par exemple qui expliquaient ces périodes de sens grade, puis de sens rétrograde, puis de nouveau de sens grade des planètes supérieures à la nôtre, donc Mars, Jupiter et Saturne. Mais c'était quand même pas très cohérent. Et la compréhension que nous en a donnée Galilée, à savoir toutes ces lunes tournant autour de Jupiter, nous a montré qu'il est possible d'avoir un corps tournant autour d'un corps et que celui-ci tourne autour d'un troisième corps. Donc la question était à l'époque pas tant de savoir dans son observation si Jupiter et ses lunes tournaient autour de la Terre ou du Soleil. Il a pu constater simplement qu'il pouvait y avoir deux niveaux. Et au final, ça a permis de démontrer parce qu'il a remarqué que la plus proche tournait plus vite que les plus éloignées. Et c'est bien évidemment ce que l'on constate avec Mercure, Vénus, puis ensuite la Terre, Mars, etc. Les périodes de révolution ne sont pas les mêmes et elles sont au plus courtes quand on est au plus proche du Soleil. Galilée a ainsi donc permis de trancher définitivement sur la question de la théorie de Nicolas Copernic et l'a confirmer. Alors ces lunes de Jupiter, vous allez pouvoir les observer. Vous allez pouvoir les observer avec une paire de jumelles. Alors ici c'est une 10 à 30 de grossissement par 60 donc de diamètre d'objectif. Globalement, voilà, des 15 par 70, sans difficulté, vous allez pouvoir voir ces petites lunes de Jupiter et plus vous allez pouvoir grossir, mieux ce sera. Avec un appareil photo numérique, c'est pas impossible. Samyang 135, par exemple, avec un appareil photo numérique, c'est un objectif qui est très ouvert. Avec un temps de pause de 1 à 2 secondes, on va pouvoir déjà commencer à faire apparaître quelque chose. À vous de trouver ensuite le bon compromis entre le temps de filet et le temps fixe. J'avais fait un épisode à l'époque, savoir comment photographier une comète avec un appareil photo numérique sur pied fixe. Tous les tableaux qui vous donnent les temps de pause maximum en fonction de votre appareil photo et de votre focale fonctionnent et sont applicables à vouloir photographier les lunes de Jupiter. Donc si vous avez un objectif même de 200 ou 300 mm, vous pouvez essayer. Avec un télescope, bien évidemment, par exemple là une lunette 61 EDPH, mais un télescope même de plus grand diamètre, c'est possible. Vous pouvez même mettre tout simplement un appareil photo numérique sur un télescope Dobson sans motorisation et commencer déjà à faire ce type de photo. J'avais même fait le coup avec un télescope de 1800 mm de focale et des temps de pause courtes suffisent à révéler les lunes de Jupiter. Refaites la même opération tous les jours à la même heure pendant plusieurs jours d'affilée et vous pourrez constater que ces petites lunes se baladent. Et en fait, une fois que vous aurez compris laquelle se trouve où, vous allez pouvoir tracer ses traits et retracer ses déplacements. C'est une expérience un petit peu ludique, assez amusante à faire. Vous pouvez ensuite, bien évidemment, vous confirmer par des applications comme Gas Giants et comme Sky Safari ou Célestron Sky Portal ou Carte du ciel ou toutes ces applications de carte du ciel. Déjà pour repérer Jupiter, mais Jupiter est tellement brillante qu'il n'y a pas tellement de difficultés à la trouver. Ce sera dans quelques semaines où on va pouvoir commencer à l'observer. Voilà, plutôt aux alentours, on va dire, de septembre en gros. Septembre, octobre, novembre. Donc, repérez Jupiter, ensuite intéressez-vous à elle et vous verrez ces petites lunes. C'est assez amusant à faire. Voilà, je vous laisse avec la suite de l'épisode de Kevin, mais juste vous dire, c'est comprendre la gravitation, palper la gravitation est quelque chose de toujours un petit peu amusant, parce qu'on est en train d'essayer de comprendre l'invisible, moi j'adore ça. Donc voilà, petite expérience amusante, et puis si vous en aimez d'autres, et si vous voulez apprendre l'astro, bon, vous pouvez aller sur ma chaîne si vous voulez, mais de toute façon, regardez d'abord tous les épisodes de Kevin, ils sont passionnants. Allez, merci beaucoup. Mais à part ce point qui ne la concerne pas qu'elle, la petite lune allait se faire discrète. En fait, c'est dans les années 50 que la lune commence à se révéler aux astronomes à travers différentes observations via des télescopes au sol.
Mais le premier vrai coup de théâtre allait avoir lieu en 1957. Alors que Sputnik 1, premier satellite artificiel lancé, décollait la même année, l'astronome néerlandais Gerrit Peter Kuiper, que vous connaissez mieux sous le nom de Gerard Kuiper, allait documenter la présence d'eau sur les lunes glacées Ganymède et Europe. Après cela, il allait s'ensuivre près de 16 années de silence avant qu'Europe ne se dévoile enfin un peu plus. Le 3 décembre 1973, c'était en effet la sonde Pioneer 10 qui allait survoler de loin la petite lune. Malheureusement, et comme vous pouvez le constater, la qualité des photos n'allait pas révéler grand-chose de sa surface. Malheureusement, pile un an plus tard, le 3 décembre 1974, Pioneer 11 n'allait pas non plus faire mieux. C'est le 5 mars 1979 que les choses avancent enfin. Ce jour-là, la mission Voyager 1 va en effet obtenir les premières vues d'Europe. Pas très détaillées, certes, mais pour la première fois, la Lune révèle son visage. Les différentes lignes, on en parlera encore plus tard, qui composent sa surface se révèlent enfin, ainsi que différentes zones plus sombres sur une surface relativement jeune et dépourvue de cratères d'impact. Pour rappel, l'une des meilleures façons pour estimer l'âge d'une surface d'un objet sans atmosphère dans le système solaire consiste à compter le nombre d'impacts et ainsi permettre d'obtenir des estimations du temps qui s'est écoulé et donc de l'âge de la surface. Bref, les informations récoltées par Voyager 1 et l'émission Pioneer restent assez minces. Mais seulement quelques mois après Voyager 1, le 9 juillet 1979, les choses allaient enfin faire un pas de géant. Voyager 2 allait en effet passer bien plus près d'Europe que sa sœur et allait nous en révéler les lignes de fracture qui composent sa surface et, pour la première fois, laisser planer l'indice de la remontée de matériaux de couches plus profondes de la Lune jovienne. Par la suite, la mission Galileo, arrivée autour de Jupiter en 1989, allait encore nous en apprendre bien plus sur la Lune glacée, et combinée à son extension de mission qui allait justement se focaliser sur Europe, Galileo allait nous en apprendre bien plus sur la composition de la surface de la Lune, ses températures et ses conditions. Durant son extension de mission, baptisée Galileo Europa Mission, la sonde allait effectuer 8 survols dont le plus proche fut à seulement 201 km. Les détails de sa surface, entre autres étant maintenant accessibles, allaient mener à une autre théorie. Et si, sous son épaisse couche de glace, Europe cachait un gigantesque océan d'eau liquide? Au début des années 2000, la mission Cassini-Huygens, en route vers Saturne, allait profiter de son passage dans le système jovien pour analyser la quasiment inexistante atmosphère d'Europe. Et puis, au début de la décennie 2010, les découvertes se sont succédées. En 2013, le télescope spatial Hubble allait révéler la présence de vapeur d'eau, trahissant des geysers montant à environ 200 km avant de retomber. De pareils geysers seront encore découverts en 2016 à 3 occasions différentes, via des données de Hubble, toujours lui. Enfin, en 2018, l'examen d'anciennes données de Galileo allait, combiné à des données de Hubble, révéler que la sonde avait très probablement traversé, sans que personne ne le remarque à l'époque, un de ces geysers d'eau. Mais alors, justement, quelle peut bien être la raison de ces geysers et leurs origines? Pour ça, il va falloir plonger un peu au cœur de la petite Lune. Déjà, sous sa couche de glace de 15 à 25 km, Europe cache selon toute vraisemblance un océan profond de 60 à 150 km. Pour rappel, sur Terre, le point le plus profond, la fosse des Mariannes, ne dépasse pas les 11. Enfin, on en arrive ensuite à un manteau rocheux et à un noyau ferreux, comme ce que l'on observe avec la Terre dans les très grandes lignes.
Si Europe dispose d'un océan, en revanche, la coupable est toute trouvée. C'est la force de marée colossale exercée par Jupiter qui vient étirer la petite lune et provoquer des frictions au point de réchauffer légèrement ses entrailles et ainsi permettre à de l'eau de rester liquide. Car il faut le noter, mais Europe orbite à environ 670 000 km de Jupiter, ce qui correspond à un peu plus de 2 fois la distance Terre-Lune. À l'échelle de Jupiter, c'est donc extrêmement proche. Mais ce qui trahit le mieux la présence de cet océan, dont je n'ai pas encore fini de parler, soyez rassurés, c'est la surface de la Lune. Elle est en effet parcourue de fractures relativement droites et plus ou moins longues. On y observe des zones, souvent trouvées près des fractures, mais pas que, composées d'un matériau brun-rouge. Alors je préfère le dire tout de suite, on ignore encore exactement la composition de ces zones. On suppose, néanmoins, qu'elles pourraient être composées de sels et de soufre, notamment dégradés en surface par les radiations. Et de façon plus générale, la surface d'Europe est active. Âgée tout au plus de 40 à 90 millions d'années, sa surface est en constant changement, comme le prouve l'absence de cratères observables à sa surface. Surface qui semble aussi faite de petites plaques, susceptibles de s'éloigner et de s'écraser les unes contre les autres. Si ce dernier point relève encore un peu de l'hypothèse, Europe disposerait ainsi d'une sorte de tectonique des plaques, ce qui aiderait à mieux comprendre sa surface. En revanche, pour ce qui est des geysers, l'explication est en fait assez simple. De par l'activité de la surface et la déformation créée par l'effet de marée de Jupiter, parfois il se forme des fissures sur toute l'épaisseur de la croûte de glace, que l'eau va parfois aussi terminer de créer, l'aidant ainsi à remonter et donnant naissance à ces fameux geysers. Mais l'une des caractéristiques de la surface d'Europe qui est la plus étrange, ce sont les pénitents de glace. Ces pics pointus se forment en effet lorsque la surface est sublimée par les rayons du soleil, en formant des fissures verticales. Bien qu'ils n'aient jamais été détectés, leurs 15 mètres de hauteur théorique étant hélas trop petits pour les voir pour l'instant, ils expliqueraient néanmoins les données radars et thermiques autour de l'équateur de la Lune, zone, comme par hasard, idéale pour leur apparition. Mais assez parlé de sa surface, car il va être temps de parler du sujet que vous attendez, je crois tous, son habitabilité. Alors avant de continuer, je tiens à préciser un point important. À ce jour, l'océan interne d'Europe n'a pas encore été confirmé. Néanmoins, les observations de surface et les données obtenues sur l'intérieur de la Lune laissent mais alors là, très peu de place au doute. Europe, comme Ganymède et Callisto, dans une moindre mesure, est en effet apparemment dotée d'une couche assez conductrice dans ses entrailles, et étant donné la quantité imposante d'eau qui compose ces objets, la réponse semble assez évidente si on cherche un matériau pouvant être liquide et conducteur. De plus, si l'intégralité de son océan n'est pas liquide, on peut décemment espérer que des poches d'eau liquides puissent exister à certains endroits. Mais bref, si cet océan existe, on sait une chose des matériaux retrouvés en surface, comme des soufres et sels. Que ceux-ci pourraient être le fruit de sources hydrothermales volcaniques, comme on en retrouve sur Terre, qui pourraient non seulement créer des zones plus chaudes dans cet océan, mais aussi entretenir l'activité de la Lune. Mais bien évidemment, là aussi, il existe des explications qui ne font pas intervenir une activité volcanique pour expliquer la présence de ces composés, comme par exemple, la présence et décomposition de serpentines et d'oxydants dérivés des glaces. Mais encore une fois, s'il existe, l'océan d'Europe a peut-être une chance.
Un modèle proposé en 2009 suggère que les radiations assez fortes qui frappent la surface de la Lune pourraient entretenir sa croûte glacée en oxygène et en peroxyde, se décomposant eux-mêmes par la suite en oxygène. Le renouvellement tectonique faisant son travail, ces couches oxygénées sont progressivement ensevelies et après plusieurs dizaines de millions d'années, entrent à nouveau en contact avec l'océan. C'est idiot, mais en théorie, cela pourrait faire de l'océan d'Europe un océan aussi riche en oxygène que ceux de notre planète bleue, et théoriquement toujours, assez riche pour supporter une vie multicellulaire comme des poissons. Enfin, on notera aussi la découverte de minéraux argileux, détectés en 2013, ces argiles pouvant aider à mener à l'apparition de protéines et, dans l'absolu, d'ADN et d'ARN. Malheureusement, pour savoir si la Lune est habitable et surtout habitée, il faudra encore un peu de patience. Car il va en effet falloir analyser les composés éjectés par ces geysers qui retombent ensuite à la surface. L'analyse des composants retrouvés à certains endroits peut ainsi trahir l'habitabilité de la Lune et possiblement la présence de formes de vie. Mais pour aller aussi loin, il faudra, comme je le disais, encore un peu de patience. Ce sera en effet le travail de missions comme l'européenne Jupiter Icy Moon Explorer qui devra déterminer l'habitabilité des probables océans souterrains de Callisto, Europe et Ganymède. Mais celle qui devrait surtout lever le voile sur Europe, ce sera la mission américaine Europa Clipper. La mission, qui effectuera plusieurs survols d'Europe, sans pour autant s'y mettre en orbite à cause des radiations joviennes, devrait en effet permettre de déterminer plein de caractéristiques d'Europe. L'épaisseur de sa glace, ses échanges avec l'océan, la composition externe et interne de la Lune, sa géologie en surface. Si on y ajoute la possibilité que la sonde traverse un des nuages d'eau expulsés par l'océan, permettant alors de directement analyser sa composition, ces deux missions pourraient bien permettre de trancher quant à l'habitabilité de la Lune. Car s'y poser ou encore traverser son épaisse couche de glace serait un défi colossal et coûteux que l'on ne tentera probablement que si on peut vraiment espérer y trouver de la vie ou un intérêt scientifique majeur. En tout cas, avec Encelade, la lune de Saturne, et les joviennes Callisto et Ganymède, elle est l'endroit du système solaire où espérer trouver de la vie est le moins illusoire, peut-être même devant celle que je viens de citer. Si aujourd'hui les conditions précises qui règnent au cœur de la Lune sont encore assez floues, les probabilités pour qu'elle soit habitable sont non négligeables. La température de l'eau dépasse en effet très probablement les 0 degrés et augmente au fur et à mesure que l'on descend vers le fond de l'océan, même si les températures précises restent inconnues et que certaines estimations vont de 0 à moins 4 degrés à la limite qui le sépare de la glace et jusqu'à 8 degrés au plus profond. Les principales difficultés pour la vie, ce seraient surtout les conditions de pression au fond de cet océan, qui seraient assez titanesques, vous vous en doutez, et l'absence de lumière empêchant la photosynthèse. Mais encore une fois, et les bactéries extrémophiles, comme la vie trouvée à certains endroits, comme la fosse des Mariannes, semblent toujours trouver un chemin et, si ces points restent importants et dépendent aussi de la composition de l'océan, ils ne sont pas non plus à considérer comme des barrières absolues. Pour en savoir plus, il faudra donc mieux connaître la structure interne d'Europe, la composition de son océan, les différences de pression qui y règnent, et j'en passe. Malheureusement, pour ça, il faudra attendre le début de la décennie 2030 et les observations de Jupiter Icy Moon Explorer et Europa Clipper. Néanmoins, dans un futur plus proche, le survol rapproché de Juno, attendu en septembre de cette année et à seulement 320 km d'altitude, et le survol le plus rapproché depuis Galiléo, sera déjà un point d'intérêt.
Mais ça, soyez certain que j'en reparlerai une fois le survol effectué. D'autre part, des observations du télescope spatial James Webb, qui pourrait observer certains geysers, la présence de sel à la surface et j'en passe, pourraient aussi nous aider à mieux cerner la petite lune, les composés qui y sont présents, son interaction avec son océan et sa croûte de glace, et j'en passe. En attendant tout ça, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Encore une fois, j'aimerais remercier Christophe de la chaîne Astro pour son passage et vous inviter à vous abonner à sa chaîne. En attendant, c'est ici que je vous quitte pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace